Je suis arrivé à Bicêtre après les secousses de 1968 avec un projet qui déjà n'allait pas de soi. C'était celui de faire un laboratoire de biologie de la reproduction et consacré principalement à la stérilité masculine, donc à l'étude du sperme. Il faut bien dire que la stérilité était connue depuis longtemps, mais que, j'allais dire volontairement ou involontairement, non, volontairement, disons-le, on estimait que la stérilité du couple ne pouvait résulter que d'une cause féminine. Et on sautait allègrement sur la responsabilité, dont on sait maintenant qu'elle est tout à fait égale, la responsabilité masculine. Donc ça, j'ai pu obtenir les moyens de faire ce laboratoire et dès les premières années, j'ai été confronté à une situation malheureusement fréquente, c'est de découvrir qu'une stérilité non expliquée jusqu'alors était d'origine masculine et qu'on était complètement démunis pour corriger les stérilités masculines. On avait quelques moyens en matière de stérilité féminine. D'où l'idée de recourir à l'insémination artificielle, technique d'une simplicité extraordinaire et qui de ce fait était pratiquée depuis une centaine d'années. Mais très très mal acceptée, surtout lorsqu'il s'agissait d'utiliser du sperme de donneur. Et je me rends compte que c'était pourtant pour des couples où le mari était tout à fait stérile, à zoosperme, selon la terminologie, que c'était la seule solution possible. D'ailleurs, certains couples étaient au courant un petit peu de cette possibilité qui s'était développée chez l'animal et me posaient le problème spontanément. Et j'étais forcé de dire, bah, écoutez, je sais que ça se pratique, mais dans des circuits clandestins et que la médecine officielle est très réticente. Cette réticence, elle n'était pas propre à la médecine, elle était en fait une réticence de la société qui condamnait formellement cette pratique du recours au don de sperme. Et dans des termes très vifs, elle estimait que cette introduction frauduleuse, selon l'expression qu'on rencontrait souvent, d'un enfant conçu alors qu'il n'était pas du père et qui en porterait le nom, c'était une trahison qui portait atteinte à la dignité de la famille et même du mariage et de la société. J'avais une idée contraire. Mais quand j'ai soumis à l'administration mon projet de faire, disons, entre guillemets, une banque de sperme, que je ne voulais, le terme me déplaisait parce qu'il avait un côté un petit peu vénal, je voulais appliquer simplement ce qu'on venait de faire comme progrès au plan éthique dans le domaine du sang, à savoir le don bénévole, gratuit et anonyme. Quand j'ai fait ce projet, auprès de mon administration, j'ai rencontré beaucoup d'obstacles et même une fin de non-recevoir. Jusqu'à ce que par des circonstances un petit peu fortuites, le problème se pose de manière tout à fait aiguë. Et à ce moment-là, on s'intéresse au plan que j'avais présenté, mais en me disant qu'il fallait avoir l'autorisation au plus haut niveau, et ce plus haut niveau de l'époque, c'était Madame Veil, qui était ministre à cette époque. Son degré de compréhension allait jusqu'à chercher une solution, et la solution a été trouvée en disant, vous allez créer une structure indépendante, et vous allez commencer ceci, que vous me proposez une expérimentation, je suis d'accord avec cette hypothèse, à condition que ça soit étroitement évalué, et donc que votre conseil d'administration soit en fait un conseil scientifique et comporte des partisans et aussi des opposants. Et c'est comme ça que j'ai constitué un CECOS, c'est-à-dire SACI, qui signifie Centre d'études et de conservation du sperme, à Bicêtre, coiffé par un conseil où j'avais retrouvé par bonheur comme président l'acquiescement et l'aide et la garantie du professeur Robert Debré, dont j'avais été à un moment l'élève. Ce qui fait qu'il a accepté d'être président de ce conseil scientifique et conseil d'administration en même temps. Et donc, la particularité peut-être qu'il faut souligner maintenant, c'est qu'il s'agissait de faire en quelque sorte
c'était une innovation à l'époque, mais ça le reste encore maintenant, une sorte d'expérimentation éthique. On nous disait, les opposants disaient, vous introduisez un enfant frauduleusement, pour reprendre le terme que j'entendais souvent, eh bien cet enfant ne pourra jamais être accepté par ce père, il sera rejeté. Eh bien non, pas du tout. On n'a pas assisté au rejet. Ce que l'on a assisté, ce à quoi on assiste, est d'une manière que je souligne très très exceptionnelle, c'est à des recherches d'identité. C'est peut-être pas tellement l'identité même mais de la, la, la constatation de qui avait été cet homme qui tout de même avait compté beaucoup dans leur génération. Alors je ne m'engagerai pas dans l'attitude que nous continuons à défendre auprès des sécos, à savoir la nécessité, dans les conditions actuelles, de maintenir l'anonymat, parce que le fait que nous ayons à l'heure actuelle plus de 50 000 enfants, dont 30 000 ont dépassé la puberté, et qu'il y a si peu de demandes s'exprimant, montre que dans la majorité des cas, tout se passe bien. Dans ce qu'on appelle procréation artificielle, il y a deux types d'artifices. Il y a l'artifice technique qui a été en se complexifiant continuellement, jusqu'aux techniques que j'ai évoquées tout à l'heure. Et puis, il y a le deuxième artifice, éventuellement, c'est l'artifice de filiation et d'hérédité. Et soit qu'on recourt au donneur de sperme, soit maintenant qu'on recourt à la donneuse d'ovocytes. Et ce deuxième type d'artifice est beaucoup moins reconnu et avouable que le premier type d'artifice, l'artifice purement technique.